Bien le bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mercredi 4 avril 2018. Bienvenue. Sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal pour les risques. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Loïc, j'espère que vous allez bien, Lagdar que je salue également, Raymond, Catherine, Eliane, voilà, des habitués, bonjour à vous, ça fait plaisir de vous retrouver tous les matins. Alors, au niveau de l'actualité, alors on a Wall Street qui a clôturé dans le vert, qui lui a permis d'essuyer des pertes guidées par les secteurs technologiques. Amazon a également rebondi, même le secteur tech a rebondi hier. Voilà, Amazon plus 1,5%. On a eu Spotify qui a connu sa première journée de bourse, qui a progressé de près de 13% et affiche une capitalisation boursière de 26,5 milliards de dollars. On a également Tesla qui progresse de 6% me semble-t-il. Donc voilà, on a une très belle montée des valeurs technologiques, des fameux GAFAM, FANG, etc. Bref, ce qui a permis à Wall Street d'évoluer dans le vert, alors que ce matin le ton est un peu plus mitigé. Aux États-Unis, d'un point de vue politique, eh bien, le gouvernement Trump a proposé d'imposer des droits de douane de 25% sur les fabrications chinoises importées en Chine, importées aux États-Unis, bien évidemment. Et la Chine a répliqué en annonçant qu'elle répondra à la hauteur des menaces. Voilà. Voilà donc pour l'actualité. Rien d'autre ce matin. Euh, toutes ces annonces ont conclu par une hausse à Wall Street, comme vous pouvez constater, guidée par le Dow Jones, plus 1,65%. On a le DXY qui a continué son rebond, le rendement le 10 ans qui a été vendu, donc on a un rendement qui est en hausse, ce qui témoigne de l'appétit pour le risque hier. Ce matin, on a le yen qui recule, le gold à l'équilibre, le Nikkei qui avance et le Hang Seng qui est en repli. Donc concrètement, on n'a pas vraiment de biais vraiment très guidé, orienté, je dirais, ce matin. Alors, bonjour, oui, j'espère que vous allez bien. Que pensez-vous du CAD Yen? Un point d'entrée, s'il vous plaît. Alors, le point d'entrée, il est un peu tard maintenant, on va le voir, mais je pense qu'il est un peu tard. Alors, au niveau du calendrier économique, donc on a eu quelques statistiques, quelques PMI, comme vous pouvez constater, qui ont globalement ralenti. Hein. Quand je dis globalement, c'est dans le monde entier. Ça a ralenti en Europe, aux États-Unis, ça ralentit au Japon, ça ralentit en Chine, au Royaume-Uni. Bref, c'est un contexte plutôt mondial, je dirais. Donc, il n'y a pas réellement d'inquiétude à avoir là-dessus, étant donné qu'en zone euro, il y a de cela quelques mois, 4-5 mois, ils étaient 4 mois, ils étaient à des plus hauts historiques. Donc voilà. On aura un taux de chômage et l'IPC, l'estimation de l'IPC de la zone euro du mois de mars qui sera publiée à 11 heures. Donc, très important ce rendez-vous de 11 heures. Et ensuite nous aurons l'enquête ADP, parce que je vous rappelle qu'on a le NFP qui aura lieu vendredi. Et donc ça sera tout. Voilà, globalement ça sera tout ce que nous attendrons aujourd'hui avec bien évidemment les stocks de pétrole brut. Mais voilà. Alors on passe à la plateforme DXY qui est en hausse, vous voyez, bientôt les 90 points, donc bientôt une zone intéressante à shorter, je dirais. En tout cas, tant que le DXY ne dépasse pas les 90 et tant qu'il ne sort pas de ce canal baissier linéaire, personnellement, je resterai baissier sur DXY parce que la tendance est clairement baissière. Voilà. Même si on a une hausse du momentum, un petit peu à l'image, regardez, de ce qu'on avait ici. Vous voyez, on avait une hausse du momentum et le breakout. Et bien là, c'est un petit peu pareil. On a une hausse du momentum et dès qu'on aura le breakout, ça sera un signal vendeur. Je vous rappelle que nous pouvons faire du chartisme sur le RSI. Hein. C'est tout à fait possible. Ce que vous connaissez sur les prix, vous pouvez l'adapter. Vous pouvez également le faire sur les indicateurs, dont le RSI. Donc voilà, c'est tout à fait envisageable de faire du chartisme là-dessus.
Donc voilà pour le DXY. Personnellement, moi je suis baissier sur du moyen terme. À court terme, j'attends un retour à 90 pour m'intéresser aux positions vendeuses. Mais puisqu'on est relativement proche, voilà, je pense que c'est déjà possible de vendre le DXY de vendre le dollar pardon face à des devises assez fortes. Assez fortes qu'en ce moment, vous voyez, on a donc le NZD qui continue à pousser pour la deuxième séance consécutive. C'est la devise qui est la plus haussière pour la deuxième, encore une fois, séance consécutive. On a la UD qui est légèrement haussier. Vous voyez, ce matin, on a eu hier une journée positive, mais vous voyez que bon, il se stabilise. Donc, NZD Yen me semble encore une paire assez intéressante, comme hier. Le CAD qui a très bien progressé hier, hein, c'était la devise, il me semble, l'une des devises la plus haussière après le NZD ou avant le NZD, je sais plus exactement. Enfin bref, le CAD de le NZD hier étaient les deux devises les plus haussières. Donc, euh, donc voilà, donc CAD face au yen ou NZD face au yen me semblent des paires intéressantes. Maintenant, regardez, CAD yen, il a déjà bien évolué. L'objectif, c'est d'aller chercher 85. Maintenant, un bon point d'entrée, moi je n'en vois qu'un seul, c'est un retour à la moyenne mobile à 20 jours. Mais là, payer le CAD yen à ce niveau de prix, le stop, si on le met en dessous du précédent plus bas, ça fait 134 pips de risque pour un potentiel gain de 150, 160. C'est un ratio risque-rendement légèrement supérieur à 1. Personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Donc voilà, le Cadienne, le prix actuel me semble pas un bon niveau de prix. Mais si le prix baisse de 50 pips, l'idéal ce serait un retour, une baisse de 100 pips. Mais si déjà il baisse de 50 pips, ça permettrait d'avoir un stop de moins de 100 pips et un potentiel gain de plus de 200. Donc là, on aurait un ratio de rendement déjà supérieur à 2. Voilà. Mais pour cela, il faudrait que le Canadien recule de 50 pips. Le NZD Yen, voilà, qui décolle par la deuxième séance. Voilà, donc l'objectif, c'est déjà cette moyenne mobile à 50, puis 100 jours. Vous voyez que cette résistance, ça sera la première résistance majeure. Ouais, c'était le récent sommet. Voilà, donc on va dire 78,12, c'est la résistance, c'est l'objectif à viser sur le NZD Yen, tout simplement. Mais bon, là on est quand même relativement proche. Pareil, d'un point de vue ratio risque-rendement, c'est pas très exploitable de rentrer. Enfin, c'est pas, ouais, c'est assez risqué, je pense, de rentrer à ce niveau de prix pour viser 78,12. Donc voilà. Et donc on va faire un tour sur nos indices. Le dollar, ouais, le momentum commence à baisser. Il est certes au-dessus de 50, mais vous voyez qu'il a du mal à progresser au-dessus de 50, ce RSI. Ce qui montre bien qu'on a un momentum qui est encore bien bearish. Donc voilà, prudence sur les positions acheteuses du dollar, j'ai envie de dire. La livre standing se stabilise. Encore une fois, c'est possible de rentrer à l'achat sur du très court terme face à des devises comme le yen, GBP yen, c'est possible. Vous voyez qu'il est haussier, mais c'est simplement grâce à la baisse du yen. Ouais, GBP yen, c'est haussier. Mais je pense que le point d'entrée intéressant pour le GBP, c'est vraiment cette trendline. Donc dès que le pound index reviendra sur cette oblique haussière, ça sera le moment concrètement de s'intéresser aux positions acheteuses. Voilà, et on peut estimer, vous voyez que si on trace une parallèle, nous pouvons estimer que cette oblique représente des zones d'excès. Donc, dès que le pound arrive proche de du haut du canal, eh bien on arrive dans une zone d'excès où la prise de bénéfice est fortement suggérée. Au niveau du CHF, bon là on a une belle tendance baissière. Je vais remettre une moyenne mobile à 20 jours, au-delà de 200, voire même la 50 pour changer, parce que la 20 on la connaît plus ou moins. Donc la 50 jours est quand même bien baissière. Bon, on a une belle tendance baissière. On a certes une divergence sur le franc suisse, mais pour le moment, tant que le RSI n'a pas dépassé 50, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de risque. Alors, on met tout ça. Donc voilà, il n'y a pas tellement de risque
tant que le RSI n'a pas franchi 50. S'il franchit 50 avec cette divergence, on aura un retour en force du franc suisse. Et concrètement, le franc suisse aura des chances de revenir vers ce niveau de prix, vers ces niveaux, comment dire, de février. À noter que sur un an, le franc suisse, il est à l'équilibre, alors que le yen, quand même, évolue pardon, il baisse de 1,66% sur un an, mais vous voyez que depuis le début de l'année, il a quand même très fortement progressé. Il a progressé de quand même 5% ce yen index, hein. C'est un indice. C'est même pas l'USD yen, c'est vraiment un indice, donc 5% c'est quand même beaucoup. Alors, j'ai une question sur la S&P, je vais y venir juste après, Catherine, parce qu'il me semble très intéressant sur la S&P 500, donc ne vous inquiétez pas, je vais y venir juste après la partie Forex. Donc voilà, le yen, regardez, il semblerait que le yen a fait un top, ce qui coïncide assez bien avec la divergence baissière du RSI. Regardez, le RSI qui marque des sommets de plus en plus bas, et ici des sommets de plus en plus hauts. Donc on a la divergence, le franchissement de 50 ce matin, on a des sommets dorénavant de plus en plus bas, donc c'est typiquement ce qui présage d'une tendance baissière, ou en tout cas d'un repli important. Donc je ne serais pas surpris si, comment dire, on a le yen qui revient à ses niveaux du début février. Vous voyez, en fait, souvenez-vous, le yen évoluait dans un range auparavant. Vous voyez, on avait un range depuis l'été dernier jusqu'au début d'année. Je ne serais pas surpris si le yen fasse un pullback à ce niveau de prix. Voilà, donc moi j'ai plutôt une perspective baissière pour le yen à court terme, à court moyen terme, on va dire pour ce mois d'avril, je suis plutôt baissier sur le yen. On continue sur l'NZD. Alors, je fais l'analyse technique des indices et ensuite je passe vraiment au pair parce que c'est très important de voir un petit peu l'état, d'essayer de capter la valeur intrinsèque d'une devise, même si c'est assez compliqué. Donc voilà. Donc, le NZD, il est dans un pseudo range. On va dire que c'est un range. C'est pas vraiment un canal baissier, mais bon, on pourrait tracer un canal baissier également, je pense. Mais vous voyez, on est dans ce range. Voilà, le NZD est dans son range, donc on a encore une petite marge de progression avant un possible ralentissement du momentum. La UD, bon, la UD, il n'y a pas grand chose à faire, vous voyez, d'un point de vue chartiste. Si l'indice revient à cette oblique, ça serait un excellent prix pour entrer à l'achat sur la UD. Mais vous voyez, là, on est un petit peu au milieu de nulle part, donc globalement, c'est pas très intéressant de le payer. L'euro, alors, l'euro, ce matin, montre quand même des signes de faiblesse. Regardez le fort repli hier. L'euro qui casse sa moyenne mobile à 50 jours, donc il est encore très loin de sa moyenne mobile à 200. Mince. Ouais, la moyenne mobile à 200 qui est quand même assez loin quand même. Mais quand même, on a eu une belle baisse hier. On a une belle baisse. Il faut pas oublier qu'on a une divergence baissière sur l'euro, sur l'unité de temps hebdomadaire. Vous voyez, on a quand même une grosse divergence baissière, ce qui pourrait clairement menacer le cours de l'euro pour les prochains trimestres, ou en tout cas pour ce trimestre. Donc voilà, prudence. On a un RSI qui est quand même assez élevé encore, 58, on est encore loin des 50, mais si par exemple le RSI franchit 50, l'euro pourrait être une devise qui, au deuxième ou au troisième trimestre de cette année, pourrait clairement sous-performer. Et donc on verrait une reprise du dollar. Voilà, donc comment dire, l'euro, je ne pense concrètement pas qu'il va dépasser les 1,25 à court terme. Je pense qu'il va rester dans un range. Je ne serais pas surpris si demain nous retrouvons, enfin si prochainement nous retrouvons l'euro sous les 1,22. Vous savez que 1,22 c'est le niveau de support à tenir pour l'euro pour envisager un retour à 1,25. Si on a un franchissement des 1,22, l'euro sera parti pour aller chercher les 1,20. Voilà. Maintenant, si les 1,22 sont sauvegardés, on a encore un degré d'optimisme intéressant pour viser les 1,25.
Voilà, donc vraiment, 1,20, c'est le support à surveiller. Est-ce qu'on peut acheter l'USD yen? Alors, c'est possible. Honnêtement, ça peut être une bonne paire, mais il faudrait quand même un peu plus de signaux haussiers sur le dollar et baisser sur l'euro. Pour le moment, l'euro, vous voyez que bon, le RSI journalier il franchit 50, mais l'hebdomadaire pas encore. Sur le dollar, on est encore, vous voyez, il n'y a pas vraiment de momentum haussier et qu'il a du mal à progresser ce momentum. On a un prix qui, voilà, est stable. Donc, voilà, je ne pense pas que l'USD soit une bonne paire pour le moment. Je pense concrètement que ça pourrait être une bonne paire si on a un signal haussier, c'est-à-dire par exemple un retour sur support puis un avalement haussier. Ça pourrait être un prix d'entrée intéressant. Ou alors, si sur le DXY, par exemple, on a un franchissement de 90, c'est le premier signal haussier. Alors, il y en a certains qui vont en profiter pour passer à l'achat. Moi, personnellement, je pense que ça sera assez risqué de passer à l'achat en cas de franchissement de 90, mais techniquement, ce sera quand même un signal acheteur. Bon, moi, personnellement, je pourrais retourner ma veste si on a le cours qui dépasse, qui sort de ce canal baissier linéaire. Là, dans ce cas-là, je commencerai réellement à m'intéresser aux positions acheteuses. Et si le cours dépasse cette moyenne mobile à 200 jours, là, par contre, il n'y aura plus aucun doute, ce sera le dollar à payer. Donc, j'ai envie de dire encore un petit peu de patience, n'est pas, comment dire, à négliger. À quoi peut-on s'attendre de la Fed ce vendredi? Alors la Fed, alors c'est plutôt le NFP, hein, vendredi, il n'y a pas la Fed, ou alors il doit y avoir peut-être un discours de certains membres, donc il y a pour du NFP, écoutez, chiffre du NFP, donc ça peut être, alors Powell, alors je ne suis pas au courant de ce qui se passe vendredi au niveau de Powell, je vais regarder ça, je vais me renseigner tout à l'heure, mais ça ne devrait pas être quelque chose de très très important, étant donné que ce n'est pas une décision, enfin une réunion du FOMC. Donc voilà, il peut commenter la politique monétaire, mais ça m'étonnerait que ça soit un facteur que le marché attend. Je pense que le marché attend beaucoup plus le NFP avec la progression des salaires plutôt que Jérôme Powell. Voilà, vraiment la hausse des salaires, enfin l'évolution du salaire horaire moyen sera l'élément surveillé vendredi. Je vais m'enseigner quand même sur Powell, je vous dirai ça demain, mais bon. Donc voilà, écoutez, pour la partie des indices du Forex, l'AUD-USD toujours dans ce canal, il pourrait rebondir à court terme. Si on a le DXY qui repasse, qui comment dire chute sous 90, dans ce cas-là, l'AUD sera mécaniquement orienté à la hausse. L'euro-dollar baissier en intraday jusqu'à 1,2230 voire même 1,20. Le GBP à l'équilibre, pas de scénario à s'attendre sur le GBP pour le moment. Voilà. Le NZD, il est en train de sortir de ce triangle, de ce biseau, pardon. C'est même pas un triangle, c'est un biseau. Biseau descendant, donc c'est cassure à la hausse généralement. L'USDCHF qui est haussier, donc il a atteint 0,96. Prochaine résistance, moyenne mobile à 200 jours. L'USD CAD, alors on a l'épaule, la tête et l'épaule qui est presque validé. Vous voyez que le cours a clôturé à sa ligne de coup, pas en dessous. Mais donc si le cours clôture en dessous des 1,28, on aura concrètement une épaule, tête, épaule. Cette deuxième épaule est un petit peu plus, comment dire, brouillon, mais ce sera comme une épaule tête épaule. Donc l'objectif sera un retour à 1,26. Donc le 4 pourrait clairement être une devise qui pourrait surperformer pour ces prochaines semaines. Et l'USD, voilà, l'USD je reste neutre. Pourquoi? Bon, certes on a des prix qui remontent, mais regardez cette oblique de momentum. Eh bien, le RSI est est presque en train de tester cette oblique. Donc, il pourrait avoir une réaction baissière du prix sous celle-ci.
Voilà. Et le mot, donc, on me pose une question sur l'USD-CHF. Donc, encore une fois, l'USD-CHF, c'est possible qu'ils viennent chercher la moyenne mobile de 100 jours. C'est même plutôt probable, étant donné que le franc suisse, c'est l'une des devises la plus baissière depuis le début de l'année. Regardez, depuis le début de l'année, le franc suisse perd 2%, 2,50. Le dollar en perd 1,56. Donc voilà, vraiment le franc suisse, c'est la devise. Ah non, peut-être c'est le cas de la devise la plus baissière. Oui, c'est le cas de la devise la plus baissière. Mais regardez, le franc suisse, il est toujours orienté à la baisse. Alors que le CAD rebondit, que le dollar également rebondit depuis quelques semaines. Donc voilà, la seule devise qui est vraiment orientée à la baisse depuis le début de l'année et qui n'a pas vraiment changé de direction, c'est le franc suisse. Vous voyez. Donc voilà, le franc suisse, c'est vraiment la devise facile, on va dire, entre guillemets, à vendre pour le moment. Tant qu'on n'a pas de signaux haussiers, c'est vraiment le parfait partenaire, j'ai envie de dire, à shorter face, par exemple, au CAD, face, par exemple, euh, au NZD, les CAD CHF. CAD CHF, on a eu une belle hausse. On a eu une belle hausse, et c'est probable que le cours continue à remonter jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Alors, je vais parler des indices actions. Donc, S&P, retracement gagne octobre 2011 au plus haut, janvier 2018, objectif 38%, va-t-il descendre jusqu'à là? Alors, Catherine, donc, et qui nous a dit également S&P 500 en mensuel, RSI redescend, et en D1, RSI en bas. Quelle est la conclusion, s'il vous plaît? Alors, déjà, l'orientation du momentum est importante. Donc, si on a un momentum qui est orienté à la baisse, on a un momentum qui est baissier. Donc, sur le mensuel, sur le graphique mensuel, vous voyez que le RSI est sorti de sa zone de survente, surachat, pardon. Donc on a un signal plutôt baissier sur le S&P 500. On a les 2500 qui fera office de support. Je pense que les 2500 est un niveau de prix très intéressant pour passer à l'achat. Et à court terme, regardez le RSI journalier qui est proche de sa zone de survente, qui rebondit, qui a réintégré, pardon, qui est repassé au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, ce qui était un petit peu prévu hier matin. Il recasse ce support à 2600 points. Bref, là, je pense qu'on a plutôt, moi j'ai plutôt une opinion aussi. Je pense que c'est un niveau de prix assez intéressant pour passer à l'achat. Surtout que si on trace une oblique haussière qui va chercher tous les points bas depuis 2016, eh bien, on a le cours qui est quand même relativement proche. Donc il y a deux possibilités, j'ai envie de dire. Soit on attend un retour à cette oblique au pips, presque au pips près pour rentrer long, ou soit on peut rentrer maintenant avec peut-être certes un stop un peu plus large, mais voilà, comme ça au moins on est sûr de rentrer. Pourquoi je pense que c'est le bon timing? Tout simplement parce que quand même les indices ont été quand même assez bien vendus, ils ont quand même assez bien respiré. Depuis les points hauts, en l'espace de 2 mois quand même, on a des indices qui ont perdu près de 10%, que ce soit aux États-Unis ou bien même sur les indices européens ou asiatiques. Donc on a une belle respiration. Ça m'étonnerait qu'on connaisse un moins 20, 30, sinon ce serait un crack. Je vois pas pourquoi il y aurait un crack, étant donné que les fondamentaux restent quand même très solides. Certes, on a une guerre, enfin, des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais bon, pour moi, les fondamentaux restent présents, restent quand même très solides. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi il y aurait un crack boursier. Donc un moins 10, pour moi, ça se paye au vu des conditions, au vu de l'analyse fondamentale. Et techniquement, on est sur un moyenne mobile à 200 jours. Elle n'a pas réellement été cassée, même si voilà, elle a été franchie lundi. Elle a été réintégrée mardi. Donc voilà, cette moyenne mobile à 200 jours est quand même un niveau de support très intéressant. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas passer long sur ce niveau de prix. Ça fait quand même une décote de 10% par rapport à il y a 2 mois. Donc c'est un niveau de prix quand même très intéressant. Vous voyez, avec un risque sous le précédent plus bas, on risque 45 points, voilà, une cinquantaine, pour aller chercher 270, donc on va dire 250, ça fait quand même un ratio rendement de 5. Donc voilà, c'est à vous de voir si le risque en vaut la peine, mais voilà, je pense qu'on est quand même sur un niveau de prix et de timing potentiellement assez bon. Voilà. En plus, le Dow Jones, c'est pareil, regardez, lui n'a pas franchi sa moyenne mobile
et au contraire a rebondi dessus. Le Nasdaq, c'est pareil, rebond sur la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, on a les trois indices qui rebondissent sur la moyenne mobile à 200 jours. Personnellement, je préfère m'attendre à une hausse, à un retour en force des marchés actions au moins sur du court terme. Voilà, je ne dis pas qu'on va marquer des nouveaux records, mais en tout cas, si le Nasdaq déjà il revient à ce niveau de prix, vous voyez, à son récent sommet, ça serait un niveau de prix déjà très bien. Parce que ce serait quand même une hausse de 7%, de près de 8%, pardon. Donc voilà, moi je suis haussier, je passe haussier ce matin sur les marchés actions américains. Et donc au niveau du CAC et du DAX, ça devrait se répercuter également à la hausse. Regardez l'Eurostoxx. L'Eurostoxx qui est toujours dans ce canal baissier, mais quand même qui a bien évolué depuis la semaine dernière. On a l'Eurostoxx qui rencontre un petit peu de difficulté à dépasser sa moyenne mobile à 20 jours, qui est à 3367, mais on a un support qui peut se payer en intraday, vous voyez, c'est à 3330. Rappelez-vous, 3330, il me semble que c'était le retracement de Fibonacci. Alors, non, c'était un niveau, alors, je me souviens plus, c'était quoi ce niveau de support? Ah oui, c'était ce plus bas. Vous voyez, plus bas de clôture. Ici également, donc voilà, 3330. Pour moi, ça se paye en intraday. Pour viser à très court terme les 3367. Et si on estime que Wall Street va progresser, eh bien, il y a fort à parier que l'Eurostoxx, le DAX et le CAC est une rotation haussière, étant donné que l'euro est plutôt baissier. Donc on n'aura pas une pression venant de l'euro. Voilà. L'Eurostoxx, encore une fois, 3330, niveau de prix intéressant pour passer long. Le CAC, c'est les 5110 points. 5110, c'est intéressant pour passer long. Et voilà, tout simplement. Et enfin le DAX. Le DAX, là, 11 921, pareil, niveau de prix plutôt intéressant pour passer à l'achat. Sinon, on a cette oblique haussière qui vient, tout comme le S&P, c'est les mêmes points, hein, c'est les mêmes points bas. Donc, tout comme le S&P, cette oblique est, on va dire, payable. Regardez ici, fin mars, on a eu le rebond. Donc, si on a un retour à cette oblique, niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Voilà. On passe aux matières premières. Au niveau de l'or, donc l'or qui consolide à l'image du DXY. Hein. Actuellement, le cours de l'or est à 1335 $. On a un RSI qui est à 52. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de direction. Il n'y a pas grand-chose à faire, je pense, sur le cours de l'or à court terme. Maintenant, si on a le dollar qui franchit la barre des 90, il y a fort à parier que l'or revienne à 1310. Et au niveau du pétrole, les objectifs, les résistances du pétrole ont été atteintes hier. Souvenez-vous, on avait parlé des 68,19 $ sur le Brent et sur le brut, nous avions parlé des 63,92, 63,92 qui n'ont pas été atteints au PIB suprême, mais bon, presque. Le plus haut qui a été à 63,82, autant pour moi. Voilà, donc si vous regardez bien, les cours de pétrole ont les moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui font office de support. Et surtout sur le brut. Regardez le brut. Cette moyenne mobile à 100 jours et 20 font tous les deux office de support. Donc, conjugué à 62, 80, 62, 90, c'est un niveau de prix qui peut se payer à court terme. Surtout que le RSI est à 50. Donc, on a potentiellement un rebond qui va se faire. Et donc, voilà, écoutez, pour ce point de marché, j'attends encore une petite minute si vous avez des questions. En attendant, je vais faire un petit tour sur les crypto-monnaies. Bitcoin, alors les cryptos qui ont bien rebondi hier quand même. Bitcoin Gold qui a pris 10%. Donc voilà, on a eu un bon rebond sur les cryptos. Néanmoins, mon billet reste quand même baissier tant que les cours s'inscrivent en dessous de ces obliques baissières. Regardez sur Bitcoin, sur l'Ether. Par contre, l'Ether, objectif aussi jusqu'à 500 $. Mais donc,
Voilà, la tendance, elle est baissière, donc attention aux positions à contre-tendance. Il faut le faire avec un faible effet levier et avec un faible risque. Donc voilà. Et pour Bitcoin Cash, s'il revient à cette oblique, eh bien, ça sera un niveau de prix intéressant pour shorter, viser 691 $, puis 500. François qui me dit, l'Ethereum, j'attends 10 000 pour SH. Alors, SH shorté, 10 000. Alors, je pense que vous voulez plutôt dire 1000. 1000 $. Alors, c'est assez loin. Hein. C'est assez loin les 1000 $ quand même. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant si personnellement il atteint 1000 $, ce sera quand même une belle hausse. Ce sera quand même plus de 50% de hausse. Euh, plus de 50%, donc on aura quand même normalement une tendance haussière, surtout qu'on sera sorti de cette oblique. Personnellement, je pense que c'est possible de vendre l'Ethereum sous cette oblique-là. En tout cas, d'un point de vue d'analyse technique, c'est la première résistance qui me semble vraiment intéressante à vendre. Parce que cette oblique, elle n'est non seulement présente sur Ethereum, mais sur le top 10 des crypto-monnaies. Sur le top 10 des crypto-monnaies. C'est quasiment les mêmes points de contact. Donc, si par exemple l'Ethereum dépasse cette oblique, mais que le Bitcoin, que le Litecoin et que le XRP par exemple reste sous ces obliques baissières, alors le signal haussier de Ethereum sera probablement un faux signal haussier. Donc, c'est pour ça que j'attends pas un retour à 1000 $. À part si le Bitcoin dépasse son oblique, que le XRP, que le Litecoin également. Zone à 600, voilà, c'est à peu près 600 $. Vous voyez, vous prenez les points hauts du 12 janvier, le point haut du 29 janvier, vous étendez, vous faites une extension de cette ligne et vous avez une zone vers les 600 $. Ça dépend le momentum qu'il y aura. Ça peut très bien être 500 si vous voyez le cours évolue très légèrement. Alors là, j'ai un graphique logarithmique. Hein. Si vous mettez en graphique linéaire, vous ne pourrez pas bien tracer, en tout cas, ce sera pas aussi propre. Donc voilà, là, j'ai un graphique logarithmique. Donc voilà, c'est à peu près la zone à 600 $, on va dire, qui semble intéressante à shorter. Voilà donc pour ce point de marché. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc écoutez, comme d'habitude, si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux ou par adresse email. Je vous remercie pour votre attention. À demain. Excellente journée. Webinaire éducatif à 18h ce soir sur le RSI. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Et voilà. Pour ceux que je ne trouverai pas ce soir, eh bien écoutez, à demain matin pour le prochain point de marché.